Apprendre une langue régionale à l'école, apprendre le latin ou le grec, interdiction du téléphone, interdiction des signes religieux à l'école, 2 semaines de vacances toutes les 7 semaines. Mais alors, comment fonctionne l'école en France? C'est Max, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui nous allons parler du système éducatif français en français simplifié. Tu peux retrouver le lien de la transcription de cet épisode dans la description. Avant de commencer, je vous rappelle que ces épisodes sont exclusivement en français et qu'ils vous permettront d'écouter du français authentique pendant vos activités quotidiennes ou vos moments d'études de langue française. Vous pouvez bien entendu suggérer des thèmes de vidéos en commentaire et surtout, inscrivez-vous à la chaîne pour pouvoir accéder à plus de contenu comme celui-ci. Bon, revenons alors maintenant au thème principal, le système éducatif français. Ce système est divisé en 3 grandes étapes successives. L'enseignement primaire, avec l'école maternelle et l'école élémentaire. L'enseignement secondaire, avec le collège et le lycée. Et enfin, l'enseignement supérieur, avec l'université, les grandes écoles et certaines formations spécifiques. En France, il existe environ 60 000 établissements scolaires et parmi ceux-là, les établissements privés représentent 17% des élèves. En France, l'année scolaire commence en septembre et se termine au mois de juin. L'année scolaire est composée de 36 semaines de cours, avec des vacances scolaires en automne, au moment des fêtes de fin d'année pour Noël et le jour de l'an. Il y a aussi les vacances d'hiver en février ou en mars et des vacances au printemps en avril ou en mai. Une chose intéressante en France, c'est l'organisation en 3 zones. Zone A, zone B et zone C. Ces différentes zones existent pour éviter que tous les élèves partent en vacances en même temps. Cela pour éviter les grands bouchons sur les routes. Un bouchon, c'est quand la circulation des voitures est impossible à cause d'une trop grande quantité d'automobiles sur les routes. Voyons maintenant comment s'organise l'école. Dans l'école primaire, nous avons les classes maternelles pour les enfants de 3 à 6 ans. Pour être plus précis, vous avez la première section, la deuxième section et la troisième section de maternelle. Chaque section représentant alors une année scolaire. Dans l'école primaire, nous apprenons à lire, écrire et compter. Les classes s'organisent en cours préparatoires à l'âge de 6 ans, qu'on appelle généralement CP. Ensuite, pendant les 2 années suivantes, nous avons les cours élémentaires 1 et 2, qu'on appelle CE1 et CE2. Enfin, les élèves entrent dans le cours moyen 1 et le cours moyen 2, qu'on appelle CM1 et CM2. Quand on finit l'école primaire, on entre au collège. À cette période, les enfants ont entre 10 et 11 ans. Puisque l'année scolaire commence en septembre, leur âge va dépendre du mois où ils sont nés. Au collège, cela peut paraître étrange, mais le nom de chaque classe est décroissant, c'est-à-dire dans l'ordre inverse. Je vais t'expliquer. On commence par la 6e, qui est la première année du collège. À ce moment-là, on a environ 10-11 ans. Et on termine par la 3e, quand on a 14-15 ans. En général, le passage de l'école primaire au collège est assez compliqué pour certains enfants. En effet, ils passent d'un environnement scolaire avec le même professeur à un établissement qui fonctionne avec des professeurs différents pour chaque matière. Pour les enfants, cela représente une grande étape qui peut être un peu plus difficile pour certains. En 6e, nous avons des horaires de cours organisés avec un emploi du temps très précis. Et les enfants étudient les matières suivantes. Le français, les mathématiques, les langues vivantes étrangères, l'histoire-géographie, l'enseignement moral et civique, les arts plastiques, la musique, l'éducation physique et sportive, les sciences et technologies avec les sciences de la vie et de la terre et la physique. Après la 6e, c'est la 5e. En 5e, il y a une chose qui est très intéressante. À cette période, il est possible pour les élèves qui le souhaitent
d'étudier le latin. Cette matière est optionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire. En quatrième, donc l'année suivante, les élèves peuvent choisir d'étudier le grec. Mais cette matière est elle aussi optionnelle. À mon époque, en quatrième, il était demandé aux élèves de choisir une deuxième langue étrangère. Aujourd'hui, la plupart des élèves préfèrent choisir l'espagnol à l'allemand. Maintenant, ce choix ne se fait plus en quatrième, mais en cinquième, donc un an avant. Si on regarde les dernières statistiques sur le sujet, on voit que 70% préfèrent choisir l'espagnol en deuxième langue, alors que moins de 15% préfèrent étudier l'allemand. Il est possible aussi d'étudier d'autres langues comme l'italien ou le portugais, voire même des langues régionales. Mais cela va se faire dans un nombre assez limité d'établissements. Une chose importante quand nous parlons du système éducatif français est de savoir qu'il est national. Cela signifie donc que les programmes scolaires sont les mêmes que vous soyez à Paris, à Marseille ou à Lille. D'ailleurs, en France, les examens du brevet de collège sont des examens nationaux. Cela signifie qu'à la même heure et le même jour, les collégiens font tous le même examen. Le brevet des collèges est un examen qui comporte 4 grandes épreuves: le français, les mathématiques, les sciences et l'histoire-géographie, et il y a aussi une épreuve orale sur l'histoire des arts ou un EPI, qui est un enseignement pratique interdisciplinaire. Après ces examens, les élèves peuvent rejoindre le lycée. Le lycée est divisé en 3 années, la seconde, la première et la terminale. Je ne vais pas entrer en détail maintenant sur le fonctionnement du lycée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'organisation des cursus. Mais si tu veux que je fasse une vidéo sur ce sujet, dis-le-moi en commentaire et je le ferai avec un grand plaisir. Bon, une chose qui me paraît importante à savoir, c'est qu'en fin de terminale, c'est-à-dire à la fin de la 3e année du lycée, les élèves doivent passer le baccalauréat, un examen national qu'on appelle aussi le bac. Cet examen est indispensable pour pouvoir ensuite entrer dans l'enseignement supérieur à l'université. Voyons maintenant quelques curiosités sur le système éducatif français. Je vais continuer en parlant de points très importants sur ce système. En France, l'éducation est obligatoire, gratuite et laïque depuis les lois de Jules Ferry de 1881-1882. L'instruction est obligatoire pour tous les enfants de 3 à 16 ans, qu'ils soient français ou étrangers. Vous pouvez choisir de scolariser votre enfant dans un établissement scolaire public ou privé, c'est comme vous préférez. Cependant, dans des cas très spécifiques et encadrés par la loi, vous pouvez aussi demander l'autorisation d'assurer vous-même cette instruction à votre enfant. Encadré par la loi, ça signifie contrôlé ou limité par des critères très clairs. D'ailleurs, en parlant de loi, une chose qui est très importante et très polémique en France, c'est la question de la laïcité. En effet, à partir de 1882, l'école est laïque. Cela signifie donc que les écoles ne peuvent plus enseigner la religion au sein des établissements scolaires publics. Au sein d'eux, c'est pour dire à l'intérieur, donc à l'intérieur de l'école. Pour garantir cette neutralité de l'école, le gouvernement va organiser l'école en supprimant une journée de cours. À cette époque-là, c'était le jeudi. Et donc, le jeudi, les enfants pouvaient aller faire du catéchisme ou aller à l'église. Bref, avoir une éducation religieuse s'ils le désiraient. Et donc, pourquoi ai-je dit que la laïcité est un sujet qui fait débat en France? Bon, depuis 2004, une loi affirme que dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes religieux très visibles est interdit. Et c'est là qu'il existe un grand débat. Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître. Par exemple, le voile islamique est complètement interdit au sein des écoles et des lycées. Il est aussi totalement interdit de venir à l'école avec une kippa, par exemple. Effectivement, ces signes religieux sont très visibles et il est facile de savoir quelle est la religion de l'enfant qui entre à l'intérieur de l'école. Bon, d'accord, la loi est rédigée de manière à pouvoir s'appliquer à toutes les religions, mais la loi ne remet pas en cause le droit des élèves
de porter des signes religieux discrets. En conséquence, pour beaucoup, cette limitation serait une manière de discriminer les populations musulmanes et juives. Pour d'autres, cette interdiction est naturelle, de la même façon que beaucoup de catholiques ou protestants ont dû faire des concessions, c'est-à-dire qu'ils ont dû accepter la séparation de la religion et de l'école. Pour certains, il est donc normal que d'autres religions acceptent les valeurs de totale neutralité à l'école. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as une opinion sur cette question? Si oui, dis-la moi en commentaire et ça me fera plaisir de discuter avec toi sur ce sujet. La France reconnaît la liberté d'enseignement. Il existe donc des établissements privés. Les écoles privées doivent accueillir tous les enfants sans distinction et suivre le programme d'enseignement officiel. En contrepartie, les salaires des enseignants sont intégralement pris en charge par l'État. Les écoles privées exigent néanmoins des frais de scolarité à la charge des parents. Ceux-ci varient selon les établissements et peuvent être compris entre 400 et 1600 euros annuels. Troisième point, très intéressant en France, c'est la question de l'interdiction du téléphone portable. Un élève de l'école primaire ou du collège n'a pas le droit d'utiliser son téléphone portable dans l'établissement pendant les cours et en dehors des cours, c'est-à-dire à l'extérieur des cours, notamment pendant les récréations par exemple. L'utilisation du téléphone est également interdite pendant les activités liées à l'enseignement qui se déroulent à l'extérieur de l'établissement. Par exemple, pendant les cours de sport à l'intérieur d'un gymnase. Un élève ne peut donc pas utiliser son téléphone en remplacement de sa calculatrice ou pour connaître l'heure. Il peut l'utiliser dans les circonstances et les lieux prévus par le règlement intérieur, notamment pour un usage pédagogique. Au lycée, il est possible d'avoir un téléphone, mais il peut y avoir des sanctions si les lycéens l'utilisent en classe. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que c'est une bonne idée d'interdire le téléphone? Bon, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que tu auras compris la plupart de son contenu. Je te remercie de ton attention et je te dis à bientôt pour plus d'épisodes 100% en français. À bientôt!